La scène relevait d'un chef-d'œuvre de cruauté. Charles Moreau, l'homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant 20 ans, se tenait en haut du grand escalier en marbre. À ses côtés, Chloé Gauthier, sa maîtresse, arborant un sourire victorieux qui n'atteignait pas ses yeux de glace. Sa main, possessive, était posée sur le bras de Charles. Il a regardé sa montre, une Rolex en or, mon cadeau pour notre dernier anniversaire de mariage. 10 minutes, Sophie. Et s'il te plaît, pas de scène. Sa voix était calme, pragmatique, comme s'il concluait une mauvaise affaire et non comme s'il détruisait une vie. Je n'ai pas dit un mot. Le silence était la seule armure qu'il me restait. Le bruit de mes talons a résonné sur le sol ciré lorsque je me suis penchée pour ramasser la petite valise en cuir. À l'intérieur, seulement l'indispensable. Le reste, les photos, les vêtements, les bijoux, je l'avais laissé. Ce n'étaient que des objets. Et les objets peuvent être remplacés. Chloé a descendu une marche, sa robe en soie rouge bruissant à chaque mouvement. Elle m'a toisé de la tête aux pieds, avec un regard qui mêlait le mépris à une fausse compassion. Le regard de celle qui vient de remporter le trophée. Dans la poche de mon manteau, mes doigts se sont refermés sur un métal froid et familier. Une clé. Petite, ancienne, en fer. Rien à voir avec les cartes magnétiques de cette forteresse de verre et de béton. Ils pensaient que je sortirais de là anéanti, en victime. Je les ai laissés croire à l'illusion qu'ils avaient eux-mêmes créée. J'ai jeté un dernier regard à la maison que j'avais aidé à concevoir, à l'homme que j'avais juré d'aimer et à la femme qui prenait ma place. Ils pensent avoir gagné. Ils sont loin de se douter que cette guerre ne se gagne pas avec des cris, mais avec la bonne clé. Et la mienne ouvre des portes dont Charles ignore jusqu'à l'existence. Ce que cette clé s'apprête à faire est inimaginable. Le parcours de Sophie est une leçon de stratégie et de résilience. Pour ne pas manquer l'impressionnant dénouement, abonnez-vous et activez la cloche. Cette clé n'ouvrait pas la porte d'une maison. Elle ouvrait la porte à la femme que j'étais devenue quand personne ne regardait. Pendant 20 ans, le monde m'a connue sous le nom de Sophie Leroy, l'épouse impeccable du magnate de l'immobilier, Charles Moreau. J'étais l'hôtesse parfaite de ses dîners d'affaires, la première dame silencieuse de ses galas de charité. Mon sourire était un accessoire de luxe, mon opinion, un écho feutré de la sienne. J'étais un bibelot sur l'étagère dorée qu'il s'était construite. C'était le rôle qu'il m'avait assigné, et je l'ai joué avec la précision d'une actrice primée. Personne ne savait que la vraie Sophie, l'avocate ambitieuse qui avait renoncé à sa carrière au nom de son mariage, était morte près de 10 ans plus tôt. Elle est morte un mardi pluvieux, en trouvant le reçu d'un collier en diamant qui n'est jamais arrivé jusqu'à moi, accompagné d'une réservation d'hôtel pour 2, pour un week-end où il était censé être à un séminaire. Cette nuit-là, il n'y a pas eu de cris, pas de larmes. Il y a eu seulement le silence tranchant de la vérité. La femme qui aimait Charles est morte à cet instant. Et de ses cendres, une autre est née. Une femme qui observait, qui calculait, et qui, par-dessus tout, planifiait. Je ne l'ai pas confrontée. Là où d'autres auraient vu une trahison, j'ai vu une leçon. La leçon que j'étais devenue vulnérable, dépendante. La semaine même, je me suis inscrite en secret à un cours de finance en ligne. J'ai commencé à lire tous les rapports de marché que je pouvais trouver. J'ai transformé la généreuse allocation mensuelle qu'il me donnait en capital d'amorçage. Chaque centime qu'il pensait que je dépensais en chaussures ou en sacs était en réalité une graine plantée dans un sol fertile et anonyme, loin de son regard. Il voyait une femme devenir plus coquette, je voyais une forteresse se construire brique par brique. Il m'a appris, par son arrogance, que le pouvoir ne réside pas dans l'argent que l'on possède, mais dans le contrôle que personne ne vous soupçonne d'avoir. Pendant 10 ans, j'ai souri, servi le vin, organisé son emploi du temps et, dans le silence de l'aube, je suis devenue une experte de son empire. Je connaissais ses faiblesses, ses transactions douteuses, les squelettes qu'il cachait dans le placard de son entreprise. Il pensait maîtriser le jeu, alors qu'en réalité, j'étais devenue l'échiquier lui-même. La femme qu'il a chassée de chez lui n'était pas la victime qu'il voyait. C'était le général qui avait attendu patiemment le moment précis où l'ennemi baisserait sa garde. Je me souviens parfaitement de la promesse que je me suis faite cette nuit pluvieuse en regardant mon pâle reflet dans la fenêtre sombre de la chambre. La promesse qui est devenue mon évangile. Un jour, il tombera. Et je ne serai pas là pour amortir sa chute. Je serai sur la ligne d'arrivée, le ruban de la victoire entre les mains. Ce ruban de la victoire, dans mon imagination, n'était pas en soi. Il était fait de son silence.
Le silence qui s'installe lorsqu'un homme arrogant comprend enfin que le monde qu'il a bâti était un château de cartes, et que la main qui l'a fait s'effondrer est la même qu'il a refusé de tenir. Mon désir n'a jamais été la vengeance. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais qui glace l'âme de celui qui le sert. Ce que je cherchais était plus raffiné, plus profond. C'était la justice poétique. C'était le besoin viscéral qu'il me voit pour un unique et dévastateur instant. Non pas comme l'épouse, l'ornement ou le fardeau, mais comme l'architecte. L'architecte silencieuse de son ascension et, par conséquent, de sa chute. Je voulais qu'il se souvienne de toutes les fois où il m'a rabaissé, mais avec une clarté nouvelle et terrible. Je voulais que le souvenir de ce dîner chez les Rousseau le hante. Ce jour-là, j'avais osé contredire son analyse du marché asiatique, fondée sur des semaines de recherche que j'avais menées. Il m'a regardé, un sourire condescendant aux lèvres, et a dit devant tout le monde « Chérie, tu es si perspicace pour les affaires domestiques. » Le rire qui a suivi dans cette salle à manger a résonné dans mon esprit pendant des années. Ce n'était pas un rire méchant, mais pire, le rire de ceux qui acquiescent, qui acceptent la hiérarchie qu'il imposait. Je voulais qu'il se souvienne de ce son dans le silence le plus total de son échec. Je voulais qu'il se souvienne du jour où nous avons présenté les plans de notre maison à l'architecte. J'avais passé des mois à dessiner chaque détail, à penser à la lumière, à la circulation. Quand l'architecte a loué l'une de mes idées, Charles m'a interrompu avec une fausse tendresse. Sophie a un goût impeccable pour les rideaux. La partie structurelle, la partie importante, laisse-moi m'en occuper. Il ne faisait pas que s'attribuer mes mérites. Il m'effaçait, me transformant en un élément de décor vivant au sein de ma propre vie. Mon désir était qu'en regardant les décombres de son empire, il voit mes empreintes digitales sur chaque poutre brisée. Qu'il se souvienne de cette nuit blanche où j'ai révisé les clauses d'un contrat qui allait sauver son entreprise de la faillite. Il était désespéré, sur le point d'abandonner. C'est moi qui ai trouvé la faille juridique, la solution que personne d'autre n'avait vue. Le lendemain matin, il a présenté l'idée au conseil comme un coup de génie exclusivement sien. Je l'ai regardé depuis l'auditoire, applaudissant l'homme qui venait de s'élever sur mes épaules. Il a construit le château, mais c'est moi qui ai dessiné les plans, qui ai testé les fondations. Et lui, dans son orgueil, a oublié que celui qui conçoit les fondations sait aussi exactement où se trouvent les points les plus fragiles, où appliquer la pression exacte pour que tout s'effondre. Pourtant, au milieu de la froideur de mon plan, un conflit m'assaillait aux heures les plus sombres. Une partie de moi, la femme qu'il avait un jour aimée, hésitait. Le détruire complètement, cela ne ferait-il pas de moi son égale? Une manipulatrice froide et calculatrice? Je me souviens des premières années, de la simplicité, des promesses que nous nous étions faites quand nous n'avions rien d'autre que l'un l'autre. Cette femme-là méritait-elle de porter le poids d'une annihilation si totale sur sa conscience? Ce doute était mon talon d'Achille, la seule variable qui pouvait compromettre ma stratégie. J'avais l'arme, le plan et la motivation. Mais au moment d'appuyer sur la détente, en aurais-je le courage? C'est cette hésitation qui m'a poussé à créer un mécanisme de sécurité, une façon d'agir qui me distancierait émotionnellement du coup final. Un plan qui a commencé à prendre forme par un après-midi gris, dans un café discret, loin des regards de notre cercle social. La scène est gravée dans ma mémoire. Moi, assise à une table au fond de la salle. Un homme en costume discret et au regard analytique s'assoit en face de moi. Mathieu. Un nom simple pour un homme au talent complexe. Il n'a pas posé de questions. Il a simplement attendu. J'ai fait glisser une enveloppe Kraft sur la table. À l'intérieur, une petite fortune en actions au porteur, l'héritage de ma mère que Charles croyait que j'avais dilapidé dans des rénovations. Voici le capital de départ, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Je veux que vous l'investissiez dans le fonds le plus agressif et le plus anonyme que vous puissiez trouver. Le nom du titulaire ne doit pas être le mien. Créer une société écran, un holding aux îles Caïmans, tout ce qu'il faudra. Personne, absolument personne, ne doit pouvoir remonter jusqu'à moi. Mathieu m'a fixé un instant, son visage impassible. Il a pris l'enveloppe. Considérez que c'est fait, Madame le Roi. Et ainsi, la première pièce du domino fut posée, silencieusement, attendant la poussée que je savais devoir, un jour, inévitablement, donner. Et la poussée est venue. Non pas comme une avalanche bruyante, mais comme un murmure glacial lors d'une soirée parfaitement orchestrée pour la gloire de Charles.
Il restait exactement une semaine avant le jour où il me donnerait 10 minutes pour partir. Nous étions dans notre salle à manger, accueillant un événement méticuleusement organisé par mes soins pour impressionner un groupe d'investisseurs suisses qu'il courtisait depuis des mois. La porcelaine était anglaise, le cristal de Bohême et mon sourire un chef-d'œuvre de dissimulation. Je circulais parmi les invités, m'assurant que les verres étaient toujours pleins et que la conversation tournait autour du seul sujet qui importait, le génie de mon mari. J'étais le chef d'orchestre invisible de sa symphonie d'autocongratulation. Charles, au centre de tout, absorbait l'adulation comme un dieu romain. Ses gestes larges, sa voix résonnant de la confiance d'un homme qui n'a jamais connu le doute ou l'échec. Et moi, à ses côtés, j'étais la preuve vivante de son succès, l'épouse belle, silencieuse et décorative. La soirée se déroulait comme prévu, jusqu'à ce qu'Adalbert, le banquier le plus âgé et le plus perspicace du groupe, se tourne vers moi. Il avait mentionné plus tôt son intérêt pour l'architecture durable, et moi, qui avais dévoré des articles sur le sujet, j'étais prête. « Sophie, dit-il avec une curiosité sincère, quelle est votre opinion sur le nouveau plan d'urbanisme de la ville ? La verticalisation effrénée ne risque-t-elle pas de créer une bulle immobilière à long terme ? » J'ai senti une étincelle de vie, l'ancienne avocate en moi qui s'agitait. J'ai ouvert la bouche pour répondre, pour enfin participer, pour montrer qu'il y avait un cerveau derrière le sourire. Mais la voix de Charles a fendu l'air avant que la mienne ne puisse naître. « Ah, Adalbert, ne fatiguez pas ma Sophie avec ces sujets. » Il a posé sa main sur mon épaule, un geste qui se voulait affectueux, mais qui était possessif. Sophie est l'âme poétique de cette maison. Elle nous laisse les chiffres et le béton, à nous, pauvres mortels. Il a ri. Et, comme un cœur bien rodé, tout le monde a ri avec lui. Ce n'était pas un rire cruel. C'était pire. C'était un rire d'approbation, d'acceptation de mon insignifiance. À cet instant, sous les lumières chaudes du lustre en cristal, je me suis senti invisible, un fantôme à ma propre fête. J'ai forcé un sourire, senti mes ongles s'enfoncer dans la paume de ma main et j'ai acquiescé, résigné. Ce fut la poussée finale. La dernière pièce à conviction dont mon cœur avait besoin pour signer la sentence. Quelques heures plus tard, après le départ du dernier invité, la maison a sombré dans un lourd silence. L'odeur des cigares et des parfums de luxe flottait dans l'air, vestige d'une bataille dont j'étais la seule à savoir que j'étais sortie victorieuse. Charles, exalté par le succès de la soirée, est monté directement dans sa chambre en marmonnant quelque chose à propos d'un appel important le lendemain. Il n'a même pas remarqué mon état, ou simplement, il ne s'en souciait pas. Je suis restée seule dans le salon, à contempler les restes du banquet. Des verres à moitié vides, des serviettes froissées, une fête qui, pour moi, symbolisait la fin d'un enterrement de 20 ans. D'un pas lent, j'ai monté les escaliers, non pas vers notre chambre, mais vers mon refuge. Un petit bureau attenant au dressing, le seul endroit de la maison qui était vraiment à moi. Là, le masque de l'épouse parfaite pouvait enfin tomber. Je me suis assise dans mon fauteuil en cuir, le silence n'étant rompu que par le doux vrombissement de mon ordinateur portable. C'était un rituel nocturne. Pendant que Charles dormait du sommeil du juste, j'étudiais le marché, je lisais des rapports, je suivais chaque mouvement de son empire et bien sûr du mien. C'est là que je l'ai vu. Un nouvel email d'un expéditeur au code alphanumérique impersonnel. Mais l'objet a fait s'arrêter mon cœur une seconde, avant qu'il ne se remette à battre à un rythme lent et puissant. 3 mots. Point de maturation. C'était le signal. Le message de Mathieu. Mes mains n'ont pas tremblé lorsque j'ai tapé le long mot de passe de cryptage. L'écran a clignoté, déchiffrant le message. Le corps de l'email était succinct, presque militaire, conforme aux projections. Document en pièces jointes. J'attends vos nouvelles directives. J'ai ouvert la pièce jointe. Un fichier PDF protégé par un autre mot de passe. Je l'ai tapé. L'écran s'est rempli du logo discret d'une banque privée genevoise. C'était un relevé de compte. Il n'y a pas eu de cri de joie, pas de soupir de soulagement. Mon visage est resté impassible, tandis que mes yeux parcourèrent la ligne de chiffres. Le nombre était presque abstrait tant il était grand. Une somme qui non seulement m'offrait l'indépendance, mais me transformait en une force de la nature. Un pouvoir capable de créer et de détruire. J'ai fait défiler le document jusqu'en bas où figurait le nom du titulaire du compte, Athéna Investissement S.A., le nom d'emprunt que j'avais moi-même choisi des années auparavant. Athéna,
la déesse de la sagesse et de la stratégie. J'ai fermé lentement l'ordinateur. L'écran sombre a reflété mon visage et la femme qui m'a regardé n'était pas l'hôtesse souriante de quelques heures plus tôt. Ses yeux étaient froids, concentrés et implacables. Le jeu avait changé. Non, le jeu n'avait pas changé. Il ne faisait que commencer. Et Charles ne savait même pas qu'il était un joueur. Il ne savait pas qu'il était un joueur. Et ce samedi matin-là, une semaine exactement après que je sois devenue financièrement plus puissante qu'il ne l'avait jamais rêvé, Charles a décidé, avec la souveraineté d'un roi déchu, que la partie était terminée. Il m'a convoqué dans le salon principal avec la formalité de celui qui appelle un subordonné pour le licencier. Quand je suis arrivée, la scène était déjà en place. Un tribunal sans jury, avec seulement le bourreau et sa complice. Charles se tenait près de la cheminée, vêtu d'un jean de marque et d'un polo qui coûtait l'équivalent de notre premier loyer. Il semblait détendu, comme s'il s'apprêtait à discuter du menu du dîner. Chloé était assise sur le canapé que j'avais choisi, les jambes croisées, feuilletant un magazine de décoration avec un air d'ennui étudié. Elle se déplaçait déjà dans la maison avec l'autorité d'une reine fraîchement couronnée. La petite valise en cuir, qu'il avait lui-même fait préparer par la femme de chambre, était posée près de la porte. Une déclaration silencieuse et brutale. C'était mon point final. « Sophie » a-t-il commencé sans détour. Le ton de sa voix était le même que celui qu'il utilisait en réunion du conseil. Je crois que nous savons tous les deux que ça ne fonctionne plus. Il a fait un geste entre nous deux, comme si nos 20 ans de mariage étaient un projet qui avait échoué. Nous sommes à des étapes différentes, avec des objectifs différents. J'ai une vision d'avenir, de croissance, et sincèrement, tu n'en fais plus partie. Je suis restée silencieuse, les mains jointes devant moi, dans ce que j'espérais être une posture de soumission nerveuse. À l'intérieur, j'étais un bloc de glace. Je l'ai observé, non pas comme une épouse, mais comme une avocate analysant la partie adverse. Ses arguments étaient faibles, ses clichés, pathétiques. Il ne faisait que suivre un protocole pour soulager sa propre conscience. Chloé a baissé son magazine, son visage composant un masque de fausse solidarité. « Sophie, ma chère » a-t-elle dit, sa voix mielleuse me donnant la nausée. « Personne ne veut te faire de mal, mais tu dois comprendre que Charles mérite d'être heureux. Et toi aussi. Parfois, l'amour s'éteint. Tu dois trouver ton propre chemin, prendre un nouveau départ. » La condescendance dans sa voix était la part la plus raffinée de la torture. Elle, qui était entrée dans ma vie comme un prédateur, m'offrait maintenant des conseils de développement personnel. Mon sang bouillait, mais mon visage est resté une toile vierge. J'ai hoché la tête lentement, comme si j'absorbais la sagesse de ses paroles. Mon chemin, Chloé, pensais-je, est une autoroute à 6 voies sur le point d'écraser ton sentier de terre. Charles a poursuivi son monologue. Il a parlé de finances tendues, un mensonge éhonté et de la nécessité d'optimiser les ressources. Il m'a dépeinte non pas comme une partenaire, mais comme un passif. Un article de luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Chaque mot était une pelletée de terre jetée sur la femme que j'avais été, et je l'ai laissé creuser. J'avais besoin qu'il creuse sa propre tombe, si profonde qu'il ne pourrait jamais en sortir. Pendant qu'il parlait, mon esprit était un ordinateur traitant des données. J'analysais son tic nerveux, sa façon d'éviter mon regard, la fragile assurance de sa posture. Il n'était pas un dieu. Il n'était qu'un homme faible, caché derrière une muraille d'argent qui, bientôt, ne serait plus la sienne. Le coup de grâce est venu à la fin. Lorsque son discours répété s'est achevé, il s'est approché de la table basse, a pris son portefeuille et en a sorti une liasse de billets. C'étaient de grosses coupures, mais la somme était délibérément humiliante. Il a tendu la main, mais au lieu de me donner l'argent, il l'a lâché et les billets ont flotté paresseusement jusqu'au sol en marbre, atterrissant à mes pieds. « C'est pour le taxi », a-t-il dit, la voix dénuée de toute émotion. « Et pour un hôtel, pour une nuit ou deux. Après ça, tu te débrouilles. » Le silence qui a suivi a été absolu. Chloé a souri. Un sourire minuscule, presque imperceptible, mais qui criait victoire. C'était la fin du spectacle. J'ai regardé les billets par terre, puis son visage. Il s'attendait à des larmes, des supplications, peut-être une crise de colère. Il voulait un drame pour valider sa décision, pour pouvoir se dire que j'étais incontrôlable, instable. Mais je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Avec le calme d'une nonne, je me suis retournée, j'ai saisi la poignée de ma valise et je me suis dirigée vers la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas dit au revoir.
Le son de la lourde porte en chêne se refermant derrière moi a été le son le plus libérateur que j'ai jamais entendu. Dehors, le soleil matinal m'a aveuglé un instant. J'ai pris une profonde inspiration d'air frais. La représentation était terminée. La femme fragile et vaincue était restée derrière, enfermée dans cette maison avec eux. Ici, sur le trottoir, il n'y avait que Sophie. Et Sophie avait un appel à passer. J'ai sorti mon téléphone, l'écran éclairant mon visage désormais transformé par une détermination glaciale. J'ai composé le seul numéro que je connaissais par cœur. La voix à l'autre bout du fil a répondu à la première sonnerie. Mathieu. Ma voix est sortie ferme, tranchante. Tu peux commencer, exécute la clause d'acquisition hostile et bloque tout au nom de Charles Moreau. Absolument tout. Bien, Madame le Roi. La voix de Mathieu à l'autre bout du fil était dénuée d'émotion. La confirmation calme d'un chirurgien qui vient de recevoir l'ordre de commencer une opération complexe. J'ai raccroché. Le téléphone semblait peser 1 tonne dans ma main. Un instant, le monde autour de moi est devenu flou. Le bourdonnement de la ville, l'odeur de la pollution, la chaleur du soleil matinal sur mon visage, tout s'est transformé en un bruit blanc. L'adrénaline qui m'avait maintenu debout pendant la confrontation a commencé à se dissiper, et à sa place, un vide froid et immense s'est installé dans ma poitrine. Ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de plus profond, de plus primitif. C'était la douleur de l'annulation. La douleur de voir son existence, son histoire de 20 ans, réduite à une poignée de billets de 100 € jetés sur un sol en marbre. Le claquement de la porte résonnait encore dans mon esprit. Ce n'était pas le son d'une fin, mais celui d'un effacement. Il ne m'avait pas seulement quitté, il m'avait supprimé. Une berline noire aux vitres teintées s'est arrêtée silencieusement à côté de moi. La portière arrière s'est ouverte. Le chauffeur, un homme que je n'avais jamais vu, s'est contenté d'un signe de tête. Je suis montée. L'intérieur en cuir sentait le neuf. Un monde que la poussière de mon passé n'avait pas touché. Alors que la voiture s'éloignait de la maison qui fut un jour la mienne, je n'ai pas regardé en arrière. Regarder en arrière est pour ceux qui ont quelque chose à perdre. J'avais déjà tout perdu et, paradoxalement, je ne m'étais jamais senti aussi proche de la victoire. À travers la vitre fumée, la ville défilait, floue, mais je ne voyais ni les immeubles ni les gens. Je voyais le visage de Chloé, son sourire suffisant de celle qui croit avoir volé un prix de grande valeur, sans se rendre compte que le prix était une coquille vide, dont le véritable trésor avait déjà été retiré. Je voyais le regard de Charles, non pas de haine, mais d'indifférence. C'était la blessure qui me lançait. Il ne me haïssait pas. Pour haïr, il faut qu'il y ait un attachement. Pour lui, j'étais un objet obsolète, un contrat qui avait expiré et qu'il fallait archiver. L'humiliation, je l'ai compris là, dans le silence de cette voiture, ne résidait pas dans l'acte de l'expulsion. Elle résidait dans la dévalorisation complète de ma contribution. Chaque dîner que j'avais organisé pour faire avancer sa carrière, chaque nuit que j'avais passée à l'aider à déchiffrer un contrat, chaque sacrifice personnel que j'avais fait au nom de notre avenir, tout cela avait été reclassé par lui comme un service rendu, et maintenant résilié. Les billets par terre n'étaient même pas pour le taxi. Ils étaient le solde de tout compte, l'indemnité que lui, dans son esprit étroit, jugeait juste pour 2 décennies de ma vie. Un frisson a parcouru mon échine, mais ce n'était pas de la peur. C'était la métamorphose de la douleur en fureur. Une fureur froide, précise, chirurgicale. La femme qui nourrissait encore un vague espoir, celle qui aurait peut-être pleuré en cachette la perte de l'amour, est morte à ce moment-là. La douleur n'était plus une blessure. Elle était devenue mon carburant. Pourquoi ai-je attendu si longtemps? La question s'est posée, cruelle et nécessaire. Pourquoi ai-je supporté les petites morts quotidiennes, les remarques condescendantes, les anniversaires oubliés? La réponse était aussi honteuse que l'humiliation elle-même. J'aimais encore le souvenir de l'homme qu'il avait été. Le jeune architecte idéaliste que j'avais épousé, le garçon qui m'avait promis le monde alors que nous n'avions qu'un 2 pièces en location. Je me suis accroché à ce fantôme si longtemps que je n'ai pas réalisé que l'homme à mes côtés était devenu un étranger. Un dirigeant impitoyable qui appliquait les mêmes tactiques d'acquisition hostile de ses entreprises à sa vie personnelle. J'ai été sa première et sa plus longue fusion. Et maintenant, j'étais liquidé. L'introspection était atroce. Je n'étais pas seulement la victime de sa cruauté, mais aussi de ma propre complaisance, de mon espoir aveugle.
Et cette prise de conscience m'a libérée de la dernière chaîne qui me liait à lui, la culpabilité. La faute n'était pas la mienne. Et le prix, il était sur le point de le découvrir, serait le sien. La voiture a glissé jusqu'à l'entrée d'un hôtel de luxe, un gratte-ciel de verre et d'acier au cœur du quartier des affaires. Le portier s'est avancé, ouvrant la portière. « Bonjour, Madame Leroy. » Il a utilisé mon nom de jeune fille, l'identité que j'avais ressuscitée pour cette nouvelle vie. Mathieu s'était déjà occupé de tout. Je n'ai pas eu besoin de passer par la réception. Le directeur m'a personnellement accompagné jusqu'à l'ascenseur privé, menant à la suite présidentielle. C'était mon nouveau quartier général. L'appartement était vaste, minimaliste et impersonnel. Parfait. Les baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ville. Et en bas, petit, presque insignifiant de cette hauteur, se trouvait l'immeuble de verre qui abritait le siège de l'Empire de Charles. L'Empire qu'il croyait être le sien. J'ai respiré profondément. La douleur était toujours là, un noyau de glace dans mon estomac. Mais maintenant, elle avait un but. Ce n'était plus une faiblesse. C'était mon arme la plus puissante. Il m'avait privé d'une maison. Une erreur de calcul fatale. J'étais sur le point de prendre la ville entière. Et la prise de la ville n'a pas commencé par une explosion, mais par le clic silencieux d'une souris. Dans cette suite devenue mon Olympe privé, avec les lumières de la métropole palpitant à mes pieds, la douleur de l'humiliation a laissé place à une clarté d'objectif que je n'avais jamais ressentie. L'espace, autrefois impersonnel, s'est transformé en centre de commandement. Des écrans affichèrent les graphiques de la bourse en temps réel. Des téléphones sécurisés étaient alignés sur la table en verre. Et Mathieu, mon exécuteur silencieux, se déplaçait avec l'efficacité d'un maître d'échecs, anticipant mes coups. Il ne posait pas de questions sur mes motivations. Il comprenait simplement la stratégie. Et le premier ordre que je lui ai donné ne visait pas le roi, mais la reine consort. Une leçon de pouvoir se doit d'être didactique. « Mathieu », ai-je dit en observant le nom d'une boutique de luxe sur l'un des écrans. « Je veux que Chloé soit la première à savoir que son règne est terminé. Elle évolue dans le monde grâce au statut que lui confère l'argent de Charles. Retirons-lui le sol sous les pieds, mais lentement. Annulez l'accès à chacune de ses cartes de crédit supplémentaires, une par une, à 5 minutes d'intervalle. Bloquez le virement automatique vers son compte personnel. Je veux que son pouvoir d'achat s'évapore alors qu'elle est en public, dans son habitat naturel. Je veux qu'elle sente le regard méprisant d'une vendeuse. Je veux qu'elle goûte à l'amertume de l'impuissance. » Mathieu a hoché la tête, ses doigts glissant sur le clavier. « Le premier refus aura lieu dans 3 minutes, a-t-il informé, aussi calmement que s'il me donnait l'heure. La scène s'est matérialisée dans mon esprit, et plus tard, Mathieu m'en a confirmé chaque détail par ses contacts. Chloé se trouvait dans la boutique Chanel, l'épicentre de son nouveau monde. Elle arpentait le tapis moelleux, traitant les vendeuses avec une désinvolture arrogante. Autour d'elle, une pile de boîtes blanches au logo emblématique grandissait. Un nouveau sac, une paire de chaussures, un parfum. À la caisse, elle a tendu sa carte de crédit noire et brillante, un sourire ennuyé aux lèvres. La vendeuse a passé la carte. 1 fois, 2 fois. Une petite lumière rouge a clignoté sur le terminal. « Je suis désolée, madame, mais la carte n'est pas autorisée. » La voix de la vendeuse était polie mais ferme. Le masque d'ennui de Chloé s'est fissuré, laissant place à l'irritation. « C'est impossible. Réessayez. » La vendeuse a réessayé. Le résultat fut le même. « Peut-être madame souhaite-t-elle utiliser une autre carte ?» Chloé, déjà rouge de colère et de honte, a sorti une autre carte de son portefeuille. Puis une autre. Et encore une autre. Chacune, méthodiquement, refusée. Les chuchotements ont commencé parmi les autres clientes. Le regard de la vendeuse, autrefois servile, était maintenant suspicieux. La reine était nue et son château de crédit s'était effondré. Humiliée, elle a dû abandonner sa montagne d'achats et quitter la boutique sous des regards moqueurs. Pendant ce temps, l'empereur Charles menait ses propres batailles. Sa journée a commencé par ce qui semblait être un petit désagrément. Un virement important destiné à un fournisseur en Asie a été retourné. Il a passé 1 heure au téléphone à hurler sur les directeurs de banque, blâmant la bureaucratie. Ensuite, une ligne de crédit essentielle à la trésorerie de son entreprise a été soudainement suspendue pour examen de routine. Il a frappé son bureau du poing, sa frustration grandissant. C'était comme si le système financier, qui avait toujours été son terrain de jeu, s'était retourné contre lui. De petits incendies ont commencé à éclater partout.
Un partenaire de longue date a appelé pour se retirer d'un projet commun, citant des rumeurs d'instabilité sur le marché. Des rumeurs que, bien sûr, nous avions semées. Charles était un homme habitué à faire bouger le monde d'un simple coup de fil. Ce jour-là, le monde refusait de répondre à ses appels. Il ne voyait pas encore de schéma. Il ne voyait que de l'incompétence, de la malchance, les aléas d'une mauvaise journée. Il ne comprenait pas encore que ce n'était pas le hasard. C'était une attaque coordonnée, une force invisible qui démantelait son univers. De retour dans ma tour de verre, le calme était total. Le chaos de son monde n'était qu'un graphique descendant sur l'un de mes écrans. La première phase, celle de la déstabilisation psychologique et financière, était terminée. Chloé était isolée. Charles, sous pression et confus. Il était temps de passer à la deuxième phase, le siège. Le cours de ses actions a chuté d'1,5 point depuis l'ouverture, Mathieu, ai-je commenté en regardant les chiffres rouges. L'incertitude que nous avons créée fonctionne. Les gens vendent. Mathieu m'a regardé, attendant le prochain ordre. Maintenant, ai-je dit, ma voix résonnant dans le silence de la pièce. Commence les achats. Utilise Athéna Investissement. Nous ne voulons pas encore les actions. Nous voulons quelque chose de plus fondamental. Commence à racheter sa dette d'entreprise auprès des petits créanciers. Offre une prime. Je veux qu'à la fin de la journée, Athéna soit le plus grand créancier unique de l'Empire Moreau. Je veux être propriétaire du sol sur lequel il marche. La nuit est tombée sur la ville. Charles était épuisé, furieux, enfermé dans son bureau. La maison, sans moi, semblait juste grande et vide. Chloé, après son humiliation, n'était pas d'agréable compagnie. Son téléphone a sonné. C'était un numéro masqué. C'était le directeur de sa principale banque créancière. La voix de l'homme était grave, presque funèbre. « Charles, je dois être direct. Il y a eu un mouvement inhabituel sur le marché secondaire aujourd'hui. La majeure partie de la dette syndiquée de votre entreprise a été rachetée, en un seul bloc, par une seule entité. » Charles a senti un frisson. « Qui a acheté? Est-ce le groupe Montero ?» a-t-il demandé, pensant à son plus grand rival. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. « Nous ne savons pas, Charles. C'est un fonds d'investissement offshore, complètement opaque. Un holding enregistré aux îles Caïmans appelé Athéna Investissement. » Charles a froncé les sourcils. Il n'en avait jamais entendu parler. « Et quel est le problème ?» demanda-t-il, impatient. La réponse du banquier fut une sentence de mort. « Le problème, Charles, c'est qu'ils viennent d'invoquer la clause d'accélération de la dette. Ils veulent être remboursés. En totalité, de tout, immédiatement. » Le bruit du combiné heurtant le téléphone fut comme un coup de tonnerre lointain dans la nuit silencieuse du bureau de Charles. Un instant, il resta paralysé, la main encore suspendue en l'air. Athéna Investissement. Ce nom résonnait dans son esprit, étrange et menaçant. La clause d'accélération était une arme nucléaire dans le monde de l'entreprise, une mesure rarement utilisée, réservé aux attaques les plus hostiles et prédatrices, et on l'avait utilisé contre lui. L'incrédulité fit rapidement place à une fureur volcanique. Il balaya son bureau d'un revers de bras, renversant des piles de papier, un cadre en argent avec une photo de nous, d'une époque plus heureuse, et une tasse de café froid. Il se mit à hurler, non pas à quelqu'un, mais au mur, à l'univers qui osait se retourner contre lui. Qui diable est Athéna Investissement? Il reprit le téléphone, appelant Sergio, son directeur financier, le tirant du lit. « Je ne veux pas d'excuses, Sergio, je veux un nom. Épluche chaque transaction, chaque registre. Personne ne monte une opération de cette taille sans laisser de traces. C'est Montero, le groupe chinois. Découvre-le !» Pendant qu'il se noyait dans sa propre fureur, la maison que nous avions un jour appelée notre foyer devenait le théâtre d'un drame secondaire. Chloé, ignorant l'ampleur de la crise, tenta de le confronter au sujet de sa propre humiliation publique. Des cartes de crédit inutilisables. Charles la regarda à peine. « Tu ne comprends pas, Chloé ?» gronda-t-il, le visage déformé. « Tes cartes de crédit sont le dernier de mes soucis. Je suis attaqué. Une attaque sérieuse. Alors prends tes sacs et tes chaussures et laisse-moi tranquille. » Il la bouscula, la traitant avec le même mépris qu'il m'avait témoigné quelques jours plus tôt. Leur alliance, bâtie sur la convenance et le luxe, commençait à s'effriter sous la première forte rafale de vent. Il était seul dans son château, un roi assiégé par une armée qu'il ne pouvait voir. De mon côté de l'échiquier, l'atmosphère était aux antipodes.
Dans la suite présidentielle, le silence n'était pas celui de la panique, mais de la concentration. J'avais troqué le recueil de poésie contre un dossier. Mathieu entra dans la pièce, le visage toujours aussi serein. « Il réagit exactement comme nous l'avions prévu », dit-il. « Il a mobilisé les avocats les plus chers de la ville et une équipe d'enquêteurs privés. Ils cherchent un fantôme. » Un sourire subtil effleura mes lèvres. « Parfait, » répondis-je. « Laisse-le dépenser le peu de liquidité qui lui reste à chasser des ombres. Pendant qu'il regarde l'océan, nous prenons le port. » Mon calme n'était pas feint. Il était le fruit d'une décennie de préparation. Je ne réagissais pas à ses mouvements. C'est lui qui réagissait, de manière désordonnée et prévisible, à un plan que j'avais méticuleusement tissé, fil par fil. Le changement en moi était palpable. La femme qui craignait la confrontation l'orchestrait désormais avec un plaisir intellectuel, savourant chaque manœuvre stratégique, chaque pièce capturée. Les jours qui suivirent furent pour Charles un exercice de futilité. Ses enquêteurs, les meilleurs que l'argent puisse acheter, se heurtèrent à un mur de légalité impénétrable. Athéna Investissement était une poupée russe de sociétés écrans, chacune enregistrée dans une juridiction différente, chacune protégée par des couches de secrets bancaires et de lois sur la confidentialité. La piste de l'argent était un labyrinthe conçu pour être insoluble. Son avocat principal, un homme aux cheveux gris et à la réputation impeccable, fut contraint de lui annoncer la mauvaise nouvelle. « Charles, dit-il, dans une salle de réunion chargée de tension, la personne derrière tout ça n'est pas un amateur. La structure qu'ils ont mise en place est parfaite. Ils connaissent le système aussi bien que vous, peut-être même mieux. » Cette dernière phrase fut un coup direct à l'ego de Charles. L'idée que quelqu'un puisse être plus intelligent, plus rusé que lui, était inconcevable. La paranoïa commença à s'installer. Il se méfia de tout le monde, ses associés, ses directeurs, même Sergio, son homme de confiance. L'ennemi invisible était plus terrifiant que n'importe quel rival connu. Charles étant isolé et distrait, il était temps pour ma prochaine manœuvre, la consolidation du pouvoir. Il ne suffisait pas d'être sa créancière, j'avais besoin du contrôle politique. Mathieu me présenta un dossier complet sur chaque membre du conseil d'administration. Leurs investissements, leurs dettes, leurs allégeances. Je pointais 2 noms. Monsieur Durand et Madame Petit, dis-je. Tous deux ont un levier financier dangereux et sont pragmatiques, pas loyaux. Prends contact, utilise un intermédiaire. Offre-leur ce que Charles ne peut plus garantir, la stabilité. Un siège au nouveau conseil d'administration de l'entreprise restructurée et l'apurement de leurs dettes personnelles. Fais-leur bien comprendre que le navire de Charles Moreau est en train de couler et que c'est le dernier canot de sauvetage. Ceux qui couleront avec lui n'auront pas de seconde chance. Le changement était maintenant actif, visible. Je ne me contentais plus de réagir au passé. Je construisais activement mon avenir, en cooptant ses alliés, en transformant ses forces en les miennes. La nuit précédant la bataille finale arriva. Toutes les pièces étaient en place. Les appels avaient été passés. Les alliances, scellées. La peur et l'incertitude rongeaient de l'intérieur l'empire de Charles. Je m'approchais de la fenêtre de la suite. La ville était une mer de lumières à mes pieds. Le temps d'agir dans l'ombre était révolu. Le changement avait besoin d'un visage. Je me tournai vers Mathieu, qui attendait en silence. Ma voix était calme, mais chargée du poids d'une décision finale, irrévocable. Les convocations ont été envoyées. Sa paranoïa doit être à son comble. Il est temps de donner un visage au fantôme. Convoque une réunion d'urgence du conseil pour demain, à 9h, au siège de l'entreprise. Informe-les que l'actionnaire majoritaire d'Athéna Investissement se fera un plaisir d'être présente pour discuter, en personne, de l'avenir de la société. En ce moment charnière, je sens votre force avec moi. Si cette histoire vous inspire, aimez-la et dites-moi de quelle ville vous me regardez. Je ne manquerai pas de vous répondre. La salle du conseil au 20e étage de la tour Moreau était un sanctuaire du pouvoir masculin. La longue table en acajou poli reflétait les nuages qui défilaient lentement derrière la baie vitrée panoramique. L'air était raréfié, chargé d'une odeur de café fort et de panique à peine dissimulée. Les membres du conseil, des hommes d'âge mûr en costumes coûteux, étaient assis dans leurs fauteuils en cuir, le visage partagé entre l'anxiété et une loyauté chancelante. En bout de table, Charles tentait de projeter un calme qu'il était loin de ressentir. Il était plus pâle, avec des cernes sombres que même le meilleur anti-cerne ne pouvait masquer. Il gesticulait,
la voix résonnant d'une confiance forcée, blâmant la volatilité du marché, la concurrence déloyale, n'importe quoi sauf sa propre incompétence. Il parlait d'Athéna Investissement comme d'une entité abstraite et malveillante, un prédateur sans visage qui menaçait leur mode de vie à tous. L'horloge murale émettait un tic-tac sonore, chaque seconde tendant l'attention jusqu'à son point de rupture. Tous attendaient l'arrivée du fantôme. La porte s'est ouverte, non pas avec la force à laquelle ils s'attendaient, mais avec un doux déclic. La secrétaire de Charles, une jeune femme visiblement nerveuse, a annoncé d'une voix tremblante « La représentante d'Athéna Investissement est arrivée ». Le silence dans la salle fut total. Mathieu est entré le premier, grand, impassible, son costume sombre et sa présence calme projetant une autorité indiscutable. Il s'est arrêté près de la porte et l'a maintenue ouverte. Et puis, je suis entré. Le son de mes talons sur le parquet fut la seule chose qu'on entendit pendant de longues secondes. J'avais choisi mon armure avec soin. Un tailleur pantalon blanc à la coupe impeccable. Pas de bijoux, à l'exception d'une paire de boucles d'oreilles discrètes. Mes cheveux étaient attachés en un chignon bas et élégant. Je n'étais pas habillée pour la vengeance. J'étais habillée pour le pouvoir. Le premier son dans la pièce fut celui d'une tasse de café heurtant sa soucoupe, la main d'un des administrateurs qui tremblait. Les visages autour de la table passèrent de la curiosité à la confusion, puis à un choc absolu. Mais je n'avais d'yeux que pour un seul visage. Charles. Il me fixait, la bouche légèrement entr'ouverte, les yeux écarquillés d'une incrédulité pure et abjecte. Toute couleur avait quitté son visage. Il ne semblait pas voir une ex-femme, mais une apparition, un spectre matérialisé de son pire cauchemar. Sans attendre d'invitation, j'ai longé la table à pas fermes et mesurés. J'ai ignoré la chaise que la secrétaire m'indiquait et je me suis dirigé directement vers celle qui était vide à l'extrémité opposée de Charles, le trône rival. Je me suis assise et le geste lui-même était une déclaration de guerre. Mathieu a posé une mallette en cuir noir devant moi et s'est positionné discrètement derrière moi. Je n'ai pas ouvert la mallette. D'abord, j'ai regardé chacun des hommes dans cette pièce. Mon regard a croisé celui de Durand, puis celui de Petit. Tous deux ont rapidement détourné les yeux, une confirmation silencieuse de leur nouvelle allégeance. Enfin, mes yeux se sont posés sur Charles. Il me fixait toujours, perdu dans un brouillard de déni. C'est alors que j'ai parlé. Ma voix n'était ni forte ni agressive. Elle était calme, claire et tranchante, remplissant chaque centimètre de cette salle tendue. « Bonjour, messieurs. Et bonjour, Charles. » J'ai marqué une pause, laissant le poids de ma présence s'installer. Pour ceux qui sont confus, permettez-moi de clarifier. Mon nom est Sophie Leroy. Et oui, Athéna Investissement, c'est moi. L'onde de choc fut visible. Des murmures parcoururent la salle. Charles s'est affaissé sur sa chaise comme s'il avait reçu un coup de poing. Il a finalement retrouvé sa voix, qui est sortie comme un rugissement blessé. « Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette mascarade, Sophie ?» Il s'est levé, sa chaise raclant bruyamment le sol. « C'est une blague, une vengeance personnelle. Elle est déséquilibrée. Vous ne pouvez pas la prendre au sérieux. » Il s'est tourné vers les autres administrateurs, le visage rouge, la voix désespérée. « Elle ne comprend rien aux affaires. Rien. C'est un coup d'État. Une tentative de détruire tout ce que j'ai construit. » La salle s'est remplie de l'énergie chaotique de sa panique. Certains administrateurs semblaient gênés, d'autres effrayés. Je l'ai laissé crier. Je l'ai laissé s'exposer, montrer à tous le petit homme incontrôlable derrière la façade du titan des affaires. J'ai attendu. Quand il s'est arrêté, haletant, la fureur cédant la place au désespoir, le silence qui a suivi a été encore plus lourd. C'est seulement à ce moment-là que j'ai ouvert la mallette devant moi. « Vengeance est un mot si passionnel, Charles », ai-je dit, ma voix toujours sur le même ton calme. Je préfère le terme « restructuration d'entreprise hostile basée sur des performances insatisfaisantes ». Et quant à ma prétendue ignorance des affaires, j'ai fait glisser la première page du dossier sur l'acajou poli de la table. Elle s'est arrêtée juste devant lui. C'était un rapport détaillé, avec des graphiques et des projections, exposant une série d'investissements à haut risque et de décisions financières désastreuses qu'il avait prises au cours des 2 dernières années, cachées au Conseil. J'en sais assez pour savoir que cet empire a été bâti sur des sables mouvants. Et la marée, comme vous pouvez le constater, vient de monter. Je me suis levé. Tous les yeux étaient sur moi. Charles regardait le papier, puis moi,
la terrible prise de conscience se dessinant enfin sur son visage. En vertu de l'autorité qui m'est conférée en tant qu'actionnaire majoritaire et principale créancière de cette société, ai-je annoncé formellement, et avec le soutien des membres du Conseil, M. Durand et Mme Petit, je soumets au vote la motion de défiance et la révocation immédiate de M. Charles Moreau de ses fonctions de PDG et de président du Conseil pour mauvaise gestion et manquement au devoir de loyauté. Durand et Petit ont immédiatement levé la main, sans hésiter. La partie était terminée. Charles s'est effondré sur sa chaise, un son creux s'échappant de ses lèvres. « Tu m'as détruit », a-t-il murmuré, la voix rauque. J'ai marché lentement vers la porte, m'arrêtant un instant à côté de lui. Je me suis penché légèrement. « Te détruire ? Non, Charles. J'ai simplement allumé la lumière pour que tout le monde puisse voir le désordre que tu as toujours été. » J'ai poursuivi mon chemin, mais je me suis arrêté la main sur la poignée, me retournant une dernière fois vers les administrateurs stupéfaits. Et ce n'est pas tout. Avant de commencer la réorganisation, il y a un dernier point à l'ordre du jour. Certaines irrégularités comptables qui doivent être examinées. Plus précisément, concernant des projets surfacturés et des transferts vers des comptes offshore non déclarés. J'ai regardé directement Charles, dont le visage était maintenant blanc comme cire. Des irrégularités qui, curieusement, mènent directement à M. Moreau. Mathieu a des copies du dossier pour toutes les personnes présentes. J'ai souri, un sourire qui n'a pas atteint mes yeux, et je suis sorti, refermant la porte derrière moi, laissant une bombe atomique de révélation détonner dans le silence sépulcral de la pièce. À l'instant où la porte en acajou s'est refermée derrière moi, le vide que j'ai laissé dans la salle du conseil a été comblé par un silence dense et paralysant. Les hommes autour de la table semblaient être des statues dans un musée de cire de désastres d'entreprise. Tous les yeux étaient fixés sur la porte fermée, comme s'ils s'attendaient à ce que je revienne pour dire que tout n'était qu'une farce élaborée. Mais je ne suis pas revenu. À ma place, Mathieu, avec la solennité d'un huissier, s'est avancé et, d'un geste précis, a distribué une copie du dossier à chaque membre du conseil. Le léger bruit des papiers glissant sur le bois poli était comme celui de la terre jetée sur un cercueil. Personne n'a osé toucher immédiatement les documents. Ils regardèrent les chemises noires, puis Charles, puis de nouveau les chemises. La peur était palpable. La loyauté est un luxe en temps de paix. En temps de guerre, la seule loyauté est celle envers sa propre survie. Sergio, le directeur financier, l'ami de 30 ans de Charles, a été le premier à rompre le charme. Les mains tremblantes, il a ouvert le dossier. Ses yeux, auparavant remplis de panique, s'écarquillaient maintenant d'horreur et de reconnaissance. Il ne voyait pas des accusations. Il voyait la preuve documentaire de crime que, dans sa loyauté aveugle, il avait aidé à cacher sous le tapis de la comptabilité créative. Il savait que chaque signature, chaque virement détaillé, était authentique. Il a repoussé sa chaise, le visage pâle et en sueur. « Charles » a-t-il murmuré, la voix brisée. « Qu'as-tu fait » Ce n'était pas une question, c'était une condamnation. Charles, quant à lui, regardait autour de la salle, la fureur sur son visage se désintégrant en un désespoir pathétique. Il a cherché un allié, un regard de soutien, mais n'en a trouvé aucun. Durand et Petit le fixaient avec la froideur de ceux qui viennent de conclure une bonne affaire. Les autres administrateurs, autrefois ses serviles subordonnés, le regardaient maintenant comme un lépreux, s'éloignant physiquement et métaphoriquement de lui, comme si son malheur était contagieux. Le pouvoir qu'il exerçait dans cette salle s'était évaporé en quelques minutes. Il n'était plus le roi, il était le prisonnier. Avec un son guttural, un mélange de sanglots et de rage, Charles s'est levé et, trébuchant sur ses propres pieds, est sorti en titubant de la salle de réunion, passant devant Mathieu sans même le regarder. Personne ne l'a arrêté. Le conseil s'était déjà tourné vers la seule chose qui comptait, limiter les dégâts. La discussion qui a suivi n'a pas porté sur la manière de sauver Charles, mais sur la manière de le sacrifier pour se sauver eux-mêmes et l'entreprise. Pendant ce temps, à l'extérieur, dans le couloir silencieux et moquetté, j'attendais près des ascenseurs. J'ai entendu la porte s'ouvrir et se fermer. J'ai entendu ses pas maladroits s'éloigner. Je n'ai ressenti aucun triomphe. La victoire, ai-je découvert, avait un goût plus complexe. C'était un goût de soulagement, de justice, mais aussi d'une profonde tristesse pour ce que nous aurions pu être et que nous n'avons jamais été. Mathieu m'a rejointe quelques instants plus tard.
Tout s'est déroulé exactement comme vous l'aviez prévu, madame, a-t-il dit à voix basse. Ils le livreront aux autorités pour négocier un accord de clémence. J'ai simplement hoché la tête. L'ascenseur est arrivé, ses portes en acier brossé s'ouvrant comme les rideaux à la fin d'une longue et épuisante pièce. Nous sommes entrés, et pendant que nous descendions, je me suis permis de respirer profondément pour la première fois de la journée. La guerre était terminée. L'onde de choc ne s'est pas limitée à cet immeuble. Elle a voyagé à travers les réseaux de fibres optiques de la ville, se matérialisant sur l'écran du téléphone de Chloé. Elle était à la maison de Charles, faisant les 100 pas, furieuse qu'il ne réponde pas à ses appels. Puis, la notification d'un grand portail d'information financière est apparue. Le titre était brutal et direct. Le PDG de Moreau Corp, Charles Moreau, démis de ses fonctions suite à de graves accusations de fraude. Un mystérieux fonds, Athéna Investissement, prend le contrôle. Elle a lu la phrase 1, 2, 3 fois. Le nom Athéna ne lui disait rien, mais les mots fraude et démis de ses fonctions constituaient une condamnation à mort pour son style de vie. Elle s'est assise sur le canapé design italien, le téléphone tombant de sa main. Le château de conte de fées s'était effondré. Le prince charmant était un criminel, et la couronne qu'elle convoitait tant était en carton. Dans ses yeux, il n'y avait aucune inquiétude pour Charles, seulement la panique pure et égoïste d'un parasite qui venait de perdre son hôte. Lorsque Mathieu et moi sommes arrivés dans le hall de verre et d'acier de l'immeuble, le monde semblait continuer normalement, ignorant le tremblement de terre qui s'était produit 20 étages plus haut. Ma voiture m'attendait déjà à l'entrée. Au moment où j'allais monter, une silhouette désespérée a surgi de l'entrée du parking. C'était Charles. Les cheveux en désordre, le nœud de cravate desserré, le visage une carte de la dévastation. « Sophie !» a-t-il crié en courant vers moi. Il m'a attrapé le bras, son contact n'était plus possessif, mais suppliant. « Attends, s'il te plaît, il faut qu'on parle !» Les agents de sécurité de l'immeuble ont commencé à se diriger vers nous, mais je leur ai fait signe de s'arrêter. C'était une conversation que nous devions avoir. « Pourquoi ?» a-t-il demandé, la voix brisée, les yeux injectés de sang. « Après tout, pourquoi ?» J'ai dégagé mon bras de son emprise d'un mouvement doux. « Tu m'as posé la même question le jour où tu m'as mise à la porte, Charles. » La réponse n'a pas changé. Il a secoué la tête, le déni luttant contre la réalité. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on va faire ?» a-t-il dit. Le mot « on » s'échappant comme un fantôme d'un passé qu'il avait lui-même assassiné. Je l'ai regardé, l'homme que j'avais un jour aimé et qui était devenu mon plus grand adversaire. Il n'y avait pas de haine dans mon regard. Il n'y avait que de la finalité. Il n'y a plus de on, Charles. Je me suis penché légèrement, ma voix basse mais claire comme du cristal. Peut-être que maintenant, tu apprendras enfin ce que signifie de repartir de zéro. Je suis monté dans la voiture. La portière s'est refermée, étouffant le son de son appel. Alors que la voiture s'éloignait, je l'ai vue dans le rétroviseur, une silhouette solitaire et recroquevillée sur le trottoir, un empereur déchu, l'architecte de sa propre ruine, abandonné par la femme qu'il avait tenté, en vain, d'effacer. Alors que la voiture s'éloignait et que l'image de Charles rapetissait dans le rétroviseur jusqu'à disparaître, je n'ai pas ressenti l'euphorie de la victoire. Il n'y a pas eu de vague de triomphe, ni la douce chaleur de la vengeance. Ce que j'ai ressenti, c'est un silence profond, une vaste quiétude qui s'est installée là où se trouvait auparavant un tourbillon de douleur et de stratégie. La guerre, ma guerre personnelle d'une décennie, était terminée. Et comme un soldat au lendemain de l'armistice, je me suis retrouvé debout sur un champ de bataille silencieux, avec un goût de cendre dans la bouche. L'ennemi était vaincu, mais le paysage environnant, et à l'intérieur de moi, était irrévocablement changé. L'image finale de lui, un homme dépouillé de son pouvoir, de son arrogance, ne m'a pas apporté de joie. Elle m'a apporté une mélancolie tranchante, une douleur fantôme pour le jeune idéaliste que j'avais épousé il y a tant d'années, un deuil pour l'homme qu'il aurait pu être s'il n'était pas tombé amoureux de son propre reflet. Cette première nuit dans mon nouveau monde, dans la suite qui avait servi de quartier général, je n'ai pas ouvert de bouteille de champagne. Je me suis servi un verre d'eau. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai observé la ville qui, d'une certaine manière, m'appartenait désormais. Les lumières des gratte-ciel étaient comme des diamants éparpillés sur un velours sombre. Les mêmes diamants que Charles convoitait tant. J'ai compris, à ce moment-là,
ce que j'avais appris sur le pouvoir. Avant, je pensais que le pouvoir consistait à avoir le contrôle sur les autres, comme il l'avait sur moi. Mais le pouvoir que j'avais conquis était différent. Ce n'était pas le pouvoir de dicter les mouvements de quelqu'un, mais celui d'être la seule auteure des miens. Je ne l'ai pas détruit. J'ai simplement retiré les étais artificiels de sa vie, mon argent, mes idées, mon soutien silencieux, et je l'ai forcé, pour la première fois, à supporter son propre poids. Et il s'est effondré. La leçon finale n'était pas sur la force que j'avais acquise, mais sur la fragilité qu'il avait toujours eue. Cependant, pour en arriver là, une partie de moi a dû mourir. La Sophie qui croyait en la bonté inhérente des gens, la femme qui donnait des secondes chances, l'épouse qui pardonnait au nom de l'amour, cette femme n'a pas survécu à la guerre. Je l'ai sacrifiée sur l'autel de ma propre survie. La victoire a eu un coût, et ce coût a été ma douceur. Je suis devenue plus forte, oui, mais aussi plus dure, plus cynique. Les murs que j'ai construits pour me protéger du monde m'isolent aussi de lui. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette ce monde qui crée des hommes comme Charles et qui force des femmes comme moi à devenir de froides stratèges simplement pour ne pas être effacées. La paix que j'ai trouvée n'est pas une paix joyeuse et ensoleillée. C'est une paix forgée dans le feu, une paix aux frontières bien définies et d'une vigilance qui ne s'endormira plus jamais. C'est la paix de celle qui sait que la seule personne qui ne l'abandonnera jamais est elle-même. Les semaines qui ont suivi ont été un enchaînement de réunions, de restructurations et de gestion de crise. J'ai pris la présidence de l'entreprise, désormais rebaptisée Groupe Athéna. Le nom de Charles a été retiré de la façade de l'immeuble, un nettoyage symbolique qui a semblé plus définitif que n'importe quelle procédure de divorce. Et au milieu de tout cela, j'ai redéfini le concept de foyer. L'hôtel particulier d'où j'avais été expulsée n'avait jamais été un foyer. C'était une scène de théâtre. Mon nouvel appartement, plus petit, plus sobre, mais choisi et décoré par moi seul, est devenu mon sanctuaire. Mais le vrai foyer n'était pas fait de murs. C'était un territoire intérieur d'autosuffisance et d'estime de soi que j'avais conquis. Aujourd'hui, dans mon nouveau bureau à la présidence, la même pièce où Charles a scellé son destin, il n'y a qu'un seul objet personnel sur le bureau en chêne. Dans une simple boîte en plexiglas, comme une relique dans un musée, se trouve la petite clé en fer, ancienne et rouillée. La clé qui était dans ma poche le jour où tout a basculé. Je la regarde tous les jours. Elle me rappelle que les clés les plus importantes ne sont pas celles qui ouvrent les portes que les autres nous offrent, mais celles que nous utilisons pour fermer les portes du passé, protégeant l'espace sacré que nous avons reconquis. Ce n'est pas un symbole de vengeance, c'est le symbole de ma frontière ultime, la gardienne silencieuse de la femme que je refuse, à tout jamais, de cesser d'être. La justice, ai-je découvert, n'est pas un éclair qui tombe du ciel, mais une construction lente et méthodique. Le destin de Charles en fut un exemple. Les preuves de fraude que j'ai présentées au Conseil étaient irréfutables. Pour éviter un scandale qui aurait conduit toute l'entreprise à la faillite et lui à une longue peine de prison, il a été contraint d'accepter un accord judiciaire dévastateur. Il a plaidé coupable, a été banni à vie du monde de la finance et a remis jusqu'au dernier centime de ses biens personnels en guise de restitution. Il n'est pas allé en prison. Sa punition fut, pour un homme comme lui, peut-être pire, l'insignifiance. Il a perdu son nom, son statut, ses amis et l'identité qu'il s'était construite. La société qui l'idolâtrait autrefois l'a rejeté avec une rapidité brutale. Je ne l'ai vu qu'une seule fois, des mois plus tard. J'étais dans ma voiture, arrêtée à un feu, et je l'ai vu de l'autre côté de la rue, attendant à un arrêt de bus. Il était plus mince, vieilli, portant un costume qui ne lui allait pas bien. Personne ne l'a reconnu. Il n'était qu'un homme parmi la foule, anonyme, effacé. Nos regards ne se sont pas croisés. Je n'ai rien ressenti, ni pitié, ni joie, juste la reconnaissance silencieuse qu'un cycle était, enfin, bouclé. Quant à Chloé, sa chute fut aussi rapide et prévisible que son ascension. Sans l'oxygène de l'argent de Charles, sa flamme de glamour s'est éteinte instantanément. Ses amis de la haute société ont cessé de répondre à ses appels. Les invitations aux événements se sont taries. Elle a tenté, dans un dernier acte de désespoir, de poursuivre Charles en justice,
cherchant à obtenir une part d'une fortune qui n'existait plus. L'affaire a été rejetée. La dernière nouvelle que j'ai eue d'elle est venue d'un ancien contact. Elle avait déménagé en Europe à la recherche d'un nouveau mécène dans une station balnéaire de luxe. Son histoire ne s'est pas terminée par un drame, mais par l'insignifiance qu'elle redoutait tant, un écho vide de sa propre superficialité. Elle n'était pas une méchante tragique. Elle n'était qu'une note de bas de page dans l'histoire de ma libération. Mon chemin, en revanche, a été celui de la reconstruction. Assumer la présidence de ce qui était devenu le groupe Athéna a été le plus grand défi de ma vie. L'entreprise était au bord de l'effondrement, moralement et financièrement. J'ai passé la première année en état de guerre permanent, à renégocier les dettes, à restructurer les départements et surtout à changer la culture toxique que Charles avait créée. J'ai licencié les cadres qui étaient fidèles à ses méthodes et non au bien de l'entreprise, et j'ai promu des talents internes qu'il avait ignorés pendant des années, dont beaucoup de femmes compétentes qui n'avaient jamais eu de réelle chance de diriger. Mathieu, mon allié silencieux, est devenu mon directeur des opérations, sa loyauté et son brio étant désormais au service de quelque chose de constructif. Nous avons transformé une entreprise prédatrice en un modèle d'affaires éthique et durable. Nous avons prouvé que le succès n'était pas forcément synonyme de cruauté. Mais la victoire en entreprise ne suffisait pas. La blessure que je portais était plus profonde, et sa guérison exigeait plus que des bilans financiers positifs. Avec la fortune personnelle que m'a rapporté une décennie d'investissement, j'ai créé la Fondation Renaissance. Une organisation à but non lucratif, avec une mission claire et personnelle, offrir à d'autres femmes les outils que j'ai dû forger seule. La Fondation offre des conseils juridiques pour les divorces complexes, un soutien psychologique aux victimes de violences psychologiques et financières, et surtout un capital d'amorçage pour qu'elles puissent créer leur propre entreprise et conquérir leur indépendance. C'est mon véritable héritage. La transformation de ma douleur la plus profonde en un but plus grand. Chaque femme que nous aidons à se relever est la preuve que l'histoire ne doit pas se terminer dans l'humiliation. Aujourd'hui, ma vie est pleine d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. J'ai trouvé un nouveau genre d'amour. L'amour serein de l'amitié véritable, le respect de mes collègues et la gratitude dans les yeux des femmes que j'aide. Ma victoire finale n'a pas été de voir Charles détruit. C'est de découvrir que mon bonheur ne dépendait, en aucune manière, de son destin. La scène finale de ma guerre n'est pas la sienne, à un arrêt de bus. C'est la mienne. Je suis dans une petite salle de réunion de la Fondation, à écouter le business plan d'une jeune mère célibataire qui rêve d'ouvrir une pâtisserie. Ses yeux brillent d'un mélange de peur et d'espoir. Et sur mon visage, il n'y a pas le masque froid de la PDG, mais un sourire sincère de celle qui comprend. Car je sais que la plus grande victoire n'est pas de prendre un empire qui existe déjà, mais de donner à quelqu'un la première pierre pour qu'il puisse construire le sien. L'histoire que je viens de raconter n'est pas seulement mon histoire. Elle appartient, par fragments, à chaque femme qui s'est un jour sentie invisible dans sa propre maison. À chaque personne qui a été sous-estimée, réduite au silence, ou convaincue que sa valeur était un article dont le prix devait être fixé par quelqu'un d'autre. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour était synonyme de sacrifice, qu'être forte signifiait endurer en silence, que la paix valait le prix de ma propre voix. J'avais tort. La paix sans dignité n'est pas la paix, c'est juste une trêve que nous signons avec notre propre âme, et la facture, tôt ou tard, arrive toujours. Et elle arrive avec des intérêts très élevés. J'ai passé des années à chercher la clé de mon bonheur dans les poches de Charles. Je lui ai remis la clé de ma maison, la clé de ma carrière, la clé de mes rêves et, le plus dangereux de tout, la clé de ma propre valeur. Le jour où il m'a donné 10 minutes pour partir a été, paradoxalement, le jour où il m'a rendu la seule clé qui comptait vraiment, la mienne. La clé maîtresse. Elle était en moi depuis le début, rouillée par le manque d'usage, cachée sous des couches de doute, de peur et de besoin d'être aimée. Le chemin pour la trouver, la nettoyer et avoir le courage de l'utiliser a été le plus difficile de ma vie. Mais une fois que vous tournez cette clé dans la serrure de votre propre liberté, il n'y a aucune porte que vous ne puissiez ouvrir. Cette histoire n'est pas une histoire de vengeance, c'est une histoire de sauvetage, le sauvetage de soi-même. C'est comprendre que ça suffit n'est pas un mot de défaite, mais la plus puissante déclaration d'indépendance qu'un être humain puisse prononcer. C'est construire des frontières,
non pas pour éloigner le monde, mais pour protéger le territoire sacré de qui vous êtes. Si quelque chose dans mon parcours a résonné en vous, si vous avez déjà dû vous battre pour faire entendre votre voix, ou si vous êtes en ce moment même à la recherche de votre propre clé maîtresse, je ne vous demande pas seulement d'aimer cette vidéo. Je vous invite à rejoindre cette chaîne, à transformer cet espace de commentaires en un mur de force et de nouveaux départs. Commentez ci-dessous, comme un rappel pour vous-même et pour toutes les autres qui liront. Je suis ma propre clé maîtresse. Partagez ce message, pas pour moi, mais pour cette amie, sœur, mère ou collègue qui a peut-être besoin qu'on lui rappelle qu'elle possède déjà tout le pouvoir dont elle a besoin. Et continuez à nous suivre, car il y a tant d'autres histoires de femmes qui ont refusé d'être un chapitre dans la vie de quelqu'un d'autre et ont décidé de devenir le livre entier. Et la prochaine histoire que nous allons raconter pourrait être exactement celle que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui.